J'ai le plaisir de vous présenter une personne que vous connaissez certainement déjà si vous allez sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube. Voilà, je vous présente Lê, je vous demande de l'applaudir. Lê Nguyen Oanh, qui anime sa chaîne Science for All. Ça s'écrit avec 4 forts. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah. OK. Lê, tu es aussi médiateur scientifique ici, à l'EPFL. Oui, exactement. Et tu es de formation maths. Oui, je suis assez matheux. Ouais. Tu es complètement matheux, même quand on regarde tes vidéos. Matheux, mais oui, je suis assez perché. C'est lui qui l'a dit, hein. Il est perché. Bon, alors donc, mathématicien, tu as fait Polytechnique. Oui. Où ça? Alors, j'ai fait pas mal de Polytechnique. Ah bah oui. Donc, il a fait pas mal de... Alors, où est-ce que tu as fait Polytechnique? En France. Puis après, j'ai fait une thèse à Polytechnique à Montréal, au Canada. Ouais. Maintenant aussi à Polytechnique ici à Lausanne. D'accord. Une chaîne YouTube de 164 000 abonnés, c'est bien. En combien de temps ça s'est fait Je commence en 2016, donc ça fait 3 ans. Donc ça a grimpé vraiment... Oui, ça a bien grimpé. Et avec des thèmes, on en reviendra un petit peu tout à l'heure, mais qui tournent quand même avec des approches vraiment très sympas, mais souvent autour de problématiques de statistiques et de maths. Exactement, oui. Alors très bien, on va te mettre au défi de nous parler de la vulgarisation scientifique. Et pour ça, eh bien, tu as une scène qui te tend les bras, un public aussi qui te tend les bras. Et voilà, tu peux prendre cette petite manette et la parole est à toi. Merci, bonjour à tous, ravi de voir que vous êtes si nombreux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de l'importance de la vulgarisation. Mais bon, vu que vous êtes si nombreux, je n'ai pas l'impression de devoir trop vous convaincre. En tout cas, je vais quand même en parler un petit peu. Aujourd'hui, on est dans une société qui est assez complexe, avec beaucoup de questions assez complexes, et beaucoup d'informations qui ne sont pas toujours de très grande fiabilité, qui sont en plus boostées par différents phénomènes de société ou même d'algorithmes. Ici, on a même une intelligence artificielle qui propose des autocomplétions qui sont peut-être discutables. Et du coup, dans ce genre de société, il semble que ça soit plus important que jamais qu'on ait de l'information de qualité de façon générale, et en particulier essayer d'approcher autant que possible les scientifiques et la connaissance scientifique de toutes sortes de publics, en particulier le grand public. Et je suis assez fier d'annoncer que l'EPFL fait beaucoup d'efforts dans cette direction, et même peut-être de plus en plus d'efforts. Et une chose qui me fait particulièrement plaisir, c'est que l'EPFL cherche à toucher beaucoup de publics différents, avec différents médias différents. Donc quand on pense à la vulgarisation scientifique, on a peut-être une façon de faire la vulgarisation scientifique en tête. Mais en fait, il y a plein de canaux possibles de la vulgarisation scientifique. Donc vous pouvez penser par exemple ici à un magazine. Il y a aussi le site web de l'EPFL où il y a régulièrement des actualités scientifiques, des dernières découvertes de l'EPFL. Il y a également les réseaux sociaux sur lesquels l'EPFL est en particulier très présent. Et vous pouvez également trouver beaucoup de professeurs aussi de l'EPFL qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, notamment si vous voulez des informations un peu plus techniques, souvent c'est une façon aussi de rester au courant de l'actualité technique dans différents domaines. Sur YouTube, évidemment, l'EPFL a des chaînes YouTube, même plusieurs chaînes YouTube en fonction de vos besoins, et j'en anime certaines. On est aussi présent auprès des écoles, donc ici c'est auprès des gymnases, donc niveau lycée pour les Français qui regardent, collège, lycée, avec notamment un concours ici de cryptographie, qui est un concours lancé en France, le concours Al-Kindi, et qu'on a ramené ici à la Suisse. Donc c'est des petits jeux d'initiation à des petits problèmes de cryptographie qui sont très populaires. Donc c'est vraiment très ludique, donc c'est vraiment très sympa. Donc si vous êtes au niveau gymnase, demandez à votre professeur de savoir si elle peut vous inscrire, si il ou elle peut vous inscrire à ce concours. On a aussi différents événements donc fantastiques en ce moment, par exemple les 50 ans de l'EPFL. Il y a des conférences publiques qui sont organisées de temps en temps, donc notamment là on est en conférence. Il y a eu une conférence il y a peu de temps ici même avec Yuval Noah Harari. Donc il y a beaucoup d'efforts qui vont dans cette direction. Et puis il y a aussi certaines personnes qui écrivent des livres. En l'occurrence ici c'est moi qui l'ai écrit ce livre. Il y a un potentiel assez énorme et il y a des variétés énormes de vulgarisation à faire.
Et il y a toutes sortes de publics à toucher. Et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de place à l'innovation en termes de vulgarisation scientifique. On a peut-être une vision un peu figée de ce qu'est la vulgarisation scientifique. Mais voilà, donc cette vidéo, c'est une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Vsauce, qui n'est pas mathématicien du tout à la base, mais il a fait une vidéo sur ce qu'on appelle le paradoxe de Bernard-Tarski, qui est un truc de maths, mais ultra perché. Un truc tellement perché que moi, je considérais que c'était trop perché. Et c'est le genre de vidéo, a priori, moi, j'aurais du mal à dire que ça ferait plus de 1000 vues, quoi. En fait, ça, c'est la vidéo la plus vue sur tout YouTube en mathématiques. 23 millions de vues. C'est qu'il y a un public pour des trucs qui sont assez perchés. Et en fait, d'expérience, en fait, les gens aiment être un peu perchés. En tout cas, quand je raconte de maths, il y a un certain bonheur aussi à se laisser aller dans des réflexions mathématiques assez poussées. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un besoin et une envie aussi de plus de vulgarisation scientifique. Et du coup, on peut se demander qui doit répondre à ce besoin. J'espère vous avoir montré que l'EPFL prend ça au sérieux. Mais je pense que c'est une tâche vraiment de société, de façon générale. Je pense que, par exemple, des journalistes ont un rôle critique à jouer sur la vulgarisation des sciences. Et on a un journaliste scientifique qui fait ça excellemment bien ici. Je pense qu'aussi les enseignants, les professeurs, les chercheurs aussi ont un travail également de vulgarisation à faire, mais il y a également plein d'autres intermédiaires, par exemple en passant par YouTube, des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux également, on peut profiter de ces gens-là pour faire toujours plus de vulgarisation. Mais cette vulgarisation, elle ne vient pas forcément que d'en haut, j'ai envie de dire, elle vient aussi de chacun d'entre vous, donc j'ai envie d'encourager chacun d'entre vous à faire vous-même de la vulgarisation en parlant de tous ces sujets au quotidien, à votre entourage, et essayer de promouvoir les sciences et la connaissance scientifique. Merci. Merci à toi. À nous rejoindre. Surtout, vous ne privez pas. Il y a peut-être des micros qui peuvent vous être apportés si vous avez envie de poser des questions. Allez. Il est là pour y répondre. Donc, vous pouvez le faire. Moi, j'en ai quelques-unes à te poser. D'ailleurs, il y en a une qui m'intrigue. On parle de vulgarisation scientifique. Mais toi, tu as fait des études quand même... un magnifique parcours, quoi. Tu fais Polytechnique, etc. Et à un moment donné, pourquoi être attiré davantage? Enfin, davantage, je ne sais pas, mais en tout cas, tu es attiré et tu passes beaucoup de temps à faire de la médiation, plus que de la recherche. Oui, alors moi j'adore la recherche, mais c'est pas facile la recherche. C'est pas facile tous les jours. En fait, on passe beaucoup de journées à rien trouver, quoi. Faut persévérer. Mais il y a un certain plaisir à ça, mais c'est psychologiquement pas toujours si facile. Il y a un autre côté de la recherche qui m'a un petit peu déçu, c'est le besoin de spécialisation. On s'intéresse souvent à un domaine très très précis. Et donc moi j'ai un peu une curiosité qui déborde un peu dans beaucoup de sens. Et j'ai envie de même connaître toutes les mathématiques. En fait, c'est une tâche monumentale, quoi. Et souvent on s'intéresse souvent à un petit aspect des mathématiques. Donc il y a ça qui m'a un peu déplu en recherche, même si globalement j'adore la recherche. Mais comme tu l'as dit, c'est surtout que j'adore la vulgarisation, quoi. J'adore. Pour quelle raison? J'adore le contact avec le public. J'aime voir des yeux qui s'émerveillent. Sur YouTube, c'est un peu difficile. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand tu es derrière ta caméra, c'est pas facile de voir les... Par contre, tu vois les commentaires. C'est ça. Et il y a des gens, parfois, des commentaires qui donnent l'impression que la personne a eu de la lumière, quelque chose qui brillait dans ses yeux au moment où elle a vu cette vidéo. Et ça me remplit de plaisir. Ouais. D'accord. Tu abordes parfois dans tes vidéos des sujets un peu sensibles. Oui. Tu as parlé du vegan récemment. Enfin, c'est pas sensible d'ailleurs, mais on sait que peut y avoir des avis partagés. Comment tu vois, toi, par rapport... voilà, là, on a un public en face de nous, c'est agréable, on peut se regarder dans les yeux, on peut parler, on peut échanger. C'est pas tout à fait ça, YouTube. Hein. Je sais pas si tu as remarqué. Ouais, comment tu perçois ça? J'ai vu une vidéo de l'Esprit sorcier sortie récemment, justement, sur non, je ne faisais pas allusion, mais on le sait très bien de façon générale, quoi. De façon générale. Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est ce que c'est, quoi. Il y a de l'excellent et il y a aussi des commentaires moins bons, et c'est vrai que ça peut freiner beaucoup, hein. Enfin, c'est vraiment une crainte à avoir si c'est des chercheurs qui veulent se lancer dans la vulgarisation. Ils risquent d'avoir des conversations pas faciles à avoir.
Donc c'est vraiment pas facile. Je pense que c'est super important d'être extrêmement bienveillant dans tous les sens. Enfin, ça, on peut le répéter souvent, mais ça n'empêche pas vraiment ça. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as un chiffre, toi, là-dessus, parce qu'il y a des commentaires négatifs, mais en général, on a l'impression que, ouf, il y a une masse de commentaires négatifs, parfois qui vont même... C'est pas le fait d'avoir des commentaires négatifs, d'ailleurs, qui est gênant, ou critiques, parce qu'au contraire, c'est bien, c'est là pour débattre, mais qui deviennent insultants, qui sont pesants, qui sont vraiment lourds, quoi. Ouais. Finalement, qu'en représente-t-il par rapport au nombre de personnes et du public silencieux? Oui, exactement. Est-ce qu'on a des données, des chiffres? C'est difficile d'avoir ces chiffres, mais clairement, il y a un biais énorme, quoi. D'ailleurs, les gens qui commentent, c'est souvent parce qu'ils ont envie de dire quelque chose. Et souvent, les gens qui apprécient la vidéo vont pas forcément vouloir commenter la vidéo. Donc, clairement, il y a un biais auquel il faut faire attention. Et puis j'ai envie de dire que la critique peut être sévère et bienveillante. Bien sûr. Et du coup, il faut essayer d'encourager ça. C'est exactement ça. Donc il y a une culture à essayer de pousser un petit peu. Mais justement, s'il y a des chercheurs ici, peut-être, qui sont intéressés pour se lancer, parce que c'est toujours intéressant d'avoir de plus en plus de scientifiques, de doctorants, etc., qui ouvrent des chaînes YouTube, il ne faut pas que ça les démoralise à un moment donné, parce qu'on se prend des grands coups de poing dans la figure et puis on a presque envie d'abandonner parfois. Ouais, ça peut être très 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 dur et en fonction des sujets, c'est un truc assez horrible sur YouTube, c'est que même l'apparence physique de la personne peut générer des commentaires très horribles. Donc, alors moi, ce que j'essaie de faire personnellement, en tout cas, c'est plutôt d'ignorer les commentaires qui sont dès qu'ils sont un peu insultants. Chacun sa stratégie, mais parfois on peut rappeler un petit peu à l'ordre les règles. C'est particulièrement difficile pour les femmes, notamment, qui se lancent on en connaît autour de nous dans le domaine scientifique. C'est compliqué, qui reçoivent des commentaires pas très agréables, donc c'est plus sympa d'avoir un public en face de soi. Ouais, c'est surtout un public bienveillant. J'imagine qu'il est très bienveillant. Vous n'avez pas de questions à lui poser. Si vous voulez, vous venez là, hein, tout près, vous venez lui poser des questions. Alors, comme je sais que tu es un bon vulgarisateur scientifique, je voudrais que tu nous expliques des choses simplement. Parce que toi, par exemple, sur ton site, tu t'attaches à promouvoir le bayésianisme. Oui. Le bayésianisme. Ça vous dit quelque chose? On lui demande de nous l'expliquer simplement. Alors, le bayésianisme, en fait, c'est... donc l'idée du bayésianisme, c'est une façon de penser, quoi. Et penser de façon bayésienne, c'est penser de façon probabiliste, en fait. Donc Bayes, donc c'est Thomas Bayes, un Anglais du XVIIIe siècle, qui a commencé à développer une théorie des probabilités pour penser le monde. Et donc typiquement, un bayésien va toujours chercher à mettre des probabilités, non pas se demander si c'est vrai ou si c'est faux, mais est-ce que c'est probablement vrai, est-ce que c'est probablement faux, à quel point on peut s'appuyer sur ça, à quel point il faut faire attention à ça. Et c'est très important pour notamment parler des risques. Un risque, c'est souvent quelque chose de faible probabilité. Et une question très importante qui vient après, c'est à quel point cette probabilité est faible. Parce que si une probabilité est très 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 faible, finalement, on peut ignorer le risque. Mais si elle est juste très faible et que ça a des conséquences dramatiques, là, par contre, c'est problématique d'ignorer ce risque. Voilà, donc la pensée bayésienne, c'est vraiment la pensée probabiliste. D'accord, donc toujours un petit peu avec les statistiques. Donc c'est très très lié aux statistiques. Les gens qui parlent de statistiques bayésiennes. Si on prenait un exemple concret. Alors un exemple... Je ne veux pas te piéger, hein. Non, on n'a pas préparé. Hein, mais j'ai rien préparé. Non, mais si on prend... un exemple qui viendrait. Donc, un exemple concret, c'est... je peux prendre un exemple assez historique de Laplace, qui se demandait, il y a une boîte devant lui. Alors, je ne sais pas, c'est pas ultra concret, mais ça s'applique à plein de cas concrets. Donc, il y a une boîte devant lui et il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des tickets qui sont noirs ou blancs. Et il ne sait pas quelle est la couleur des tickets à l'intérieur. Donc, il peut juste en tirer les tickets un à un, mais il y a beaucoup de tickets. Et ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, il va tirer un ticket, et imaginons qu'il tire un ticket blanc. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'il y avait à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il faut penser sur ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? Est-ce que, du coup, tout est blanc? Probablement pas. Il reste une incertitude. Quelle est la proportion qu'il faut imaginer? Et en fait, ça s'applique à plein de choses. Souvent, quand on s'intéresse à un phénomène, en fait, on n'observe souvent qu'une partie de ce phénomène.
Et on a besoin de généraliser ensuite. Donc, voilà, donc si j'ai envie de savoir quelle est la proportion d'ici qui s'intéresse aux mathématiques, bah, je peux prendre une personne au hasard et lui demander. Mais est-ce que ce sera représentatif de l'ensemble? Voilà, c'est un des problèmes typiquement de la pensée bayésienne. Donc ça va avec la démarche scientifique en fait. C'est pas s'attacher simplement aux premières apparences déjà. C'est extrêmement lié. Donc le bayésianisme est un peu donc dans sa version, il y a plusieurs versions du bayésianisme. Il y a des gens qui sont un peu plus radicaux que d'autres. Oui, j'ai vu, il y a toute une catégorie. Oui. Et parmi les plus radicaux, donc je me considère très radical malheureusement, mais parmi les plus radicaux, donc les probabilités sont plus fondamentales encore que les démarches scientifiques qu'on a imaginées jusque-là. Et donc, du coup, pour un bayésien, l'idéal pour la bonne façon de penser, ça serait vraiment d'appliquer les lois des probabilités et jamais dévier de ces lois des probabilités. Donc, par exemple, souvent, en science, on a tendance à avoir des raisonnements en disant qu'on va chercher à contredire une hypothèse, par exemple, et qu'elle sera, du coup, rejetée et qu'on peut l'oublier. Bah en fait, souvent, si on a un raisonnement plus probabiliste, on va juste diminuer la probabilité de cette hypothèse. On va juste la diminuer petit à petit. Elle ne sera jamais égale à 0, mais on la diminue. Parfois, on la diminue tellement qu'on peut, en pratique, l'ignorer, mais on ne la rejette pas vraiment. D'accord. Et toi, tu fonctionnes tout le temps avec ça? Alors, j'aimerais. Et même dans ta vie de tous les jours, j'essaie. En calculant avec des probabilités. J'essaie. Le truc, c'est que c'est des calculs difficiles. Du coup, j'y arrive pas. Mais j'essaie de me rapprocher. Quand j'essaie de réfléchir à quelque chose, j'essaie de me dire que me forcerait à penser les lois des probabilités. Et parfois, elle donne une réponse exacte, donc oui, ça, je les suis. Parfois, ça a l'air d'être plutôt ça. Du coup, je me dis que c'est plutôt ça que je devrais penser. Tu t'attaches aussi à promouvoir l'altruisme efficace. Ça, c'est intéressant. Oui, l'altruisme efficace, c'est un mouvement qui est international, qui est né il y a 10-15 ans. Et l'idée, c'est d'être altruiste, donc ça, c'est déjà cool. Ouais, bah oui, mais c'est pas si simple. Mais ouais, le truc un peu pas si simple, et en fait, moi, j'aime ça parce que c'est pas si simple, c'est encore un mec un peu perché, c'est qu'on peut réfléchir à quelles sont les façons efficaces d'être altruiste. Parce que toutes les actions altruistes ne se valent pas. On peut donner 1000 € pour reconstruire la chaise qui est là. Bon, elle sera toute nettoyée et tout très bien. Bon, ce sera altruiste parce que ça fera une meilleure scène. Mais est-ce que ce sera un altruiste efficace? Est-ce qu'avec cet argent, j'aurais pas pu sauver une vie, par exemple? Et il y a des gens qui ont réfléchi à quelles sont les meilleures façons de sauver une vie avec un minimum d'argent, par exemple. C'est de l'altruisme et de la générosité, entre guillemets, mais étudier, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. On étudie le pour et le contre. C'est ça. On mélange vraiment la science et l'altruisme et on essaie d'avoir des actions aussi efficaces que possible. On parlait, je reviens juste à la vulgarisation scientifique pour conclure. Toi, tu es mathématicien. C'est devenu un jeu pour toi d'ailleurs, les mathématiques? Oui, c'est très rapidement. Ouais. En fait, depuis que j'avais à peu près 13-14 ans, en gros, j'ai pris beaucoup de plaisir à certains jeux mathématiques, à certaines compétitions mathématiques. Et puis j'ai eu un livre avec plein d'énigmes jeux, quoi. Et donc, pour moi, c'est un jeu. Et comment on peut expliquer que parmi tous les domaines des sciences, ce soit peut-être les maths qui fassent le plus peur en général? Ah, ça c'est parce que malheureusement, en fait, les mathématiques sont souvent utilisées comme instrument de sélection. Donc souvent, on met des examens de mathématiques, et puis les gens qui réussissent ces examens, on dit qu'ils sont intelligents, ceux qui ne réussissent pas, on dit qu'ils sont bêtes. Alors que, ça ne doit pas être un critère comme ça pour aimer les maths. Alors, c'est pas complètement idiot, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, on peut progresser largement en mathématiques. On n'a pas un niveau arrêté en mathématiques. En fait, il suffit de réfléchir régulièrement en mathématiques pour progresser en mathématiques. Et en fait, ceux qui sont bons en mathématiques que je connais, tous les jours, j'ai beaucoup d'amis mathématiciens du coup. En fait, c'est des gens qui rêvent de maths, quoi. C'est des mecs. Quand on dit perché, il y a une petite mauvaise connotation, on va dire, mais il y a quelque chose de vraiment bien à être perché, c'est-à-dire qu'on nage vraiment dans le monde des idées, et c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. Et si on prend l'habitude de faire ça, bah forcément, on va progresser. Mais c'est juste parce que j'adore nager dans ce monde que j'ai fini par... Voilà, c'est très simple. Si vous n'aimez pas les maths et vous vous intéressez aux maths, essayez d'être un peu plus perché. Essayez de rêver. Vous allez voir, tout va bien se passer. Prenez ça cool, tranquille. Je te remercie beaucoup d'être passé. Merci. Merci.